Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous et merci d'être là pour ce nouveau Zoom du CCLJ. Bienvenue. Cette soirée est dédiée à une grande figure intellectuelle, Foulek Ringelheim, qui nous a quittés le 16 septembre 2019 à l'âge de 81 ans. Foulek Ringelheim, magistrat, essayiste, romancier, a accompagné le CCLJ dans ses grands combats. Il a publié de nombreux articles dans Regard et acceptait volontiers de prendre la parole à la tribune du CCLJ lors des conférences et des débats. C'est avec beaucoup d'humour que Foulek Ringelheim raconte dans Boule de Juif, son dernier ouvrage chez Genèse Éditions, l'histoire de ce petit garçon tourmenté par sa judéité. Qui de mieux pour parler de lui, de ce grand monsieur ce soir, que sa famille, son épouse Marianne. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Et puis ses enfants, Sabine, Julie et Aurélien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Julie et bonsoir Sabine. Je ne la vois pas. Sabine est encore en train d'imprimer quelques documents. D'accord, parfait. Parfait. Alors, pour animer cette rencontre, Pascal Falek. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvie. Alors Bonsoir vous êtes docteur en histoire et spécialisé dans l'histoire juive. Après vos échanges avec Marianne, Sabine, Julie et Aurélien, nous donnerons la parole aux participants. Voilà, à tout à l'heure et Pascal, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, je tiens tout particulièrement pour commencer à remercier le CCLJ et vous, Sylvie Poffet, directrice culturelle, pour la rencontre qui est organisée ce soir autour de l'ouvrage Boule de Juif, qui est le 3e livre de Foulek Ringelheim. Avant de céder la parole, comme il est annoncé, à Marianne, Sabine, Julie et Aurélien pour une discussion croisée, voici en quelques mots, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître, son parcours. Né à Ougré en 1938, il survit à la guerre, placé dans une institution catholique. Il est séparé de son frère et de sa mère, qui n'a d'autre choix pour échapper à la déportation. Son père, prisonnier en Allemagne, ne reviendra pas. Foulek est diplômé en droit de l'Université de Liège, diplômé ensuite en criminologie de l'ULB. Il va exercer le métier d'avocat jusqu'en 1977 avant de rejoindre la magistrature. Il va occuper les fonctions de président du tribunal de commerce de Nivelles. C'est un véritable amoureux des lettres. Il a cofondé la revue Pro Justicia en 1970. Il a publié de nombreux articles, des essais, des articles pour le CCLJ aussi, pour le Regard, et 3 romans. Le juge Goth en 2001, qui dresse le portrait d'un juge saisi par le doute et prenant du recul face aux règles de la profession. La seconde vie d'Abraham Potts, qui va être récompensé du prix des Lycéens en 2006, et il terminera le présent ouvrage avant son décès en 2019. Boule de Juif retrace une histoire émouvante, racontée avec un humour mordant. Un portrait unique et universel à la fois, qui fait écho au sort des enfants juifs européens cachés pendant la guerre, à ceux qui se sont retrouvés orphelins au sortir de la guerre, qui se sont construits seuls, qui ont tout misé sur l'instruction, le savoir, la connaissance, mais aussi l'engagement citoyen. Mais passons directement au cœur du propos. Pourquoi cet ouvrage? Quelle en est sa genèse? Et pour cela, je demande à Marianne de débuter. Quelle est la genèse de ce livre? Pourquoi ce livre, Marianne? Je vous en prie. Vous êtes encore sur mute, il faut changer le micro. Je vais activer votre micro. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'en principe, c'est Aurélien qui est chargé de répondre à la question. Donc, je vais lui donner. Vous avez raison. Voilà, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Maman, je te cède ma place, si tu veux. Bon, eh bien, donc, bonsoir à tous. Et effectivement, c'est moi qui suis chargé de cette première question. Avant d'y répondre, je voulais aussi, bien sûr, vous remercier tous d'être là ce soir. Ça nous touche beaucoup.
accepté d'animer cette soirée. On entend? On n'entend pas? C'est un petit peu saccadé, Aurélien. Ça se coupe. Une petite seconde, je vais essayer de trouver. Ça allait mieux, Aurélien. Tu peux reprendre. Bonjour Pierre. François. Voilà. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça ou pas? C'est beaucoup mieux. Je vais Oui, ça répéter. C'est mieux? Aurélien, je reprends la question. Quelle est la genèse de l'ouvrage? Est-ce que vous avez été lié à la rédaction, à son édition? Quel a été votre rôle en tant que famille et comment surtout Foulek est venu à écrire ce livre? D'accord. Eh bien, donc je reprends ma réponse, mais est-ce que là, maintenant, ça va mieux? C'est plus clair comme ça? Ah, super. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que j'allais essayer de répondre à ta question, Pascal, mais je voulais d'abord, puisque c'est moi qui prends la parole en premier, vous remercier tous d'être là en notre nom, Sabine, Julie et moi. Vous dire que c'est extrêmement touchant de voir tous ces visages dont beaucoup nous sont familiers et te remercier, toi, Pascal, d'avoir accepté d'animer cette rencontre et bien sûr, Sylvie Poffet, le CCLJ, d'avoir organisé la soirée. Donc, merci à tous. On aurait évidemment, vous vous en doutez bien, préféré que notre père soit là pour vous parler directement de son livre, mais on va essayer de le représenter le plus dignement possible. Donc, pour parler de la genèse du livre, eh bien, on peut dire que c'est une genèse relativement longue. Mon père s'est mis au travail pour Boule de Juif quelque temps après l'achèvement de son dernier roman, donc La seconde vie d'Abraham Potts. Et je dirais donc que ça fait plus d'une dizaine d'années, en tout cas, qu'il travaillait à ce projet. 10 années pendant lesquelles il a travaillé à Boule de Juif. Boule de Juif est arrivé très, très vite. Hein, donc, le titre est là depuis très longtemps. Mais il a été aussi interrompu par d'autres travaux auxquels il a collaboré. Et puis, c'est le livre le plus personnel qu'il ait écrit. Il a dû faire des recherches, il a dû consulter des archives pour essayer de mieux comprendre et de mieux connaître le parcours de ses parents. Il a découvert d'ailleurs beaucoup de choses qu'il ignorait. Et ensuite, il a fait une sorte de savant mélange entre ses souvenirs d'enfance, le résultat de ses recherches et des scènes qu'il a complètement inventées ou imaginées, qui sont donc totalement fictionnelles. Nous, on a été à la fois intimement liés à ce projet parce que Boule de Juif était là tout le temps, depuis toutes ces années. On en prenait des nouvelles constamment et on attendait avec un peu de frénésie son arrivée. Mais c'est vrai que ce travail a été long aussi parce que mon père était quelqu'un de très perfectionniste et donc il pouvait passer parfois beaucoup de temps sur une phrase, sur un paragraphe et donc voilà, il lui arrivait de me dire ben non, là j'ai vraiment pas avancé, ça fait une semaine que je bute sur quelque chose, je sais pas comment en sortir. Et quelque temps après sa mort, François Bodino, qui est un très grand ami de mon père et qui est évoqué d'ailleurs dans Boule de Juif, m'a raconté une anecdote qui illustre bien, je pense, ce côté perfectionniste que pouvait avoir mon papa. Donc, il lui a envoyé il y a plusieurs années le manuscrit de Boule de Juif. Et François m'a expliqué qu'il avait trouvé ça formidable et qu'il s'apprêtait à le lui dire 3 jours après. Mais mon papa l'a devancé, il l'a rappelé et il lui a dit le manuscrit que je t'ai envoyé il y a 3 jours, tu le prends, tu le déchires et tu le mets à la poubelle, je repars à zéro. Donc évidemment, avec
avec un tel besoin d'avoir ce qu'il cherchait, on peut comprendre le temps que ça lui a pris. Ce qui est important de savoir, c'est que le livre était vraiment achevé. Donc, il est arrivé au terme de son écriture et de ses nombreuses réécritures. Et quand nous avons pu le lire, bien moi, en tout cas, et je pense que c'est pareil, je peux parler au nom de mes sœurs aussi et de ma mère, on a été très, très, très émus, évidemment, parce que c'est très touchant. Et ce qui fait une des forces de ce livre, c'est aussi, bien sûr, que malgré la dureté des périodes qui sont évoquées et de certains passages, tout au long du livre, il y a cet humour, il y a son regard pétillant, plein de malice, qu'on retrouve à chaque page et qui nous touche tellement. Voilà, donc malheureusement, il n'a pas eu le temps de le faire éditer. Et donc, c'est à nous qu'est revenue cette tâche et on s'est mis en branle, en clan. Pour nous, il était nécessaire, évidemment, que Boule de Juif voie le jour et prenne vie. Et donc, on est très content que Daniel Ness et Genèse Éditions aient été convaincus. Et on est ravis de voir que les échos qui nous sont revenus jusqu'à présent sont extrêmement positifs. Et donc, on espère que sa vie sera longue et heureuse, mais on en est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien. En t'entendant, on comprend vraiment que Foulek avait un rapport aux lettres, aux mots, très intime et particulier. Marianne, pourriez-vous nous éclairer sur vraiment son rapport à la littérature, aux livres et également élaborer sur le fait que ce présent ouvrage est lié aux deux romans précédents? Donc, moi aussi, je voulais un peu remercier tout le monde d'être présent, dire que j'ai eu la chance de vivre avec Foulek, cet homme exceptionnel pendant plus de 50 ans, que c'est un peu émouvant, là, dans ma prise de parole, mais en même temps, je suis très contente de le faire. Alors, la littérature a toujours joué un rôle très important dans la vie de Foulek, comme enfant pauvre, donc on a vu... il était orphelin de père, il avait une mère illettrée et évidemment, des livres à la maison, il n'y en avait pas. Et il n'y avait pas de jouets non plus d'ailleurs. Et il explique que quand il était à la maison, il passait son temps à feuilleter son livre de lecture. Et puis, il a découvert la bibliothèque. Et à la bibliothèque, il a été accueilli par une bibliothécaire, ancienne institutrice, très sympathique, et qui lui a tout de suite conseillé de très bons livres. Et il est devenu un passionné de lecture, et c'est devenu sans doute l'enfant qui empruntait le plus de livres. Il en prenait jusqu'à 3 par semaine. Donc, pourquoi toute cette fringale de lecture? Mais je pense que ça lui permettait de s'évader, de vivre dans un autre monde que dans le monde difficile dans lequel il vivait. Ça lui donnait un sentiment de liberté et il en avait vraiment besoin. Il a été très conscient pendant toute sa vie de l'importance que la lecture a eu pour lui, le fait que ça lui a ouvert la porte des études, de l'université, de la culture. Et c'est ce qu'il a essayé de transmettre et il a transmis aux enfants le goût de la lecture et l'importance de la lecture. C'est ça qui lui a permis aussi de quitter son milieu. Il disait, lui, il a dit dans Boule de Juif qu'à 10 ans, il vivait dans les livres. Donc, il s'intéressait à la littérature, mais pas que, à la philosophie, à l'histoire, à la politique. Et ce que je peux dire, et ceux qui le connaissent vont le reconnaître, il disait tout le temps. Il ne sortait jamais de la maison sans un livre en poche. Et à titre d'anecdote, je voulais vous raconter une petite histoire. On était à la synagogue, ça ne nous arrivait pas souvent, il devait y avoir un événement. Et nous étions évidemment séparés, moi du côté des femmes et lui du côté des hommes. Et pendant l'office, la dame qui était à côté de moi m'a fait remarquer, très impressionnée, que quand même, il était en train de lire tellement consciencieusement le livre de prière. Et moi, je savais que ce n'était pas son livre de prière, c'est le roman qu'il lisait.
Oui, peut-être une petite chose en plus, c'est qu'il aimait bien les livres, l'objet livre. Il aimait vivre entouré de livres. Et c'est vrai qu'avec son début, qui aurait imaginé qu'il allait être entouré d'une bibliothèque de près de 8000 livres? Alors, à côté de la lecture, il y avait évidemment l'écriture, et ça, on en a déjà un peu parlé, je ne vais pas reprendre les romans qu'il a écrits, peut-être juste une explication sur le fait qu'il a écrit de la fiction très tard. Mais parce que avant ça, il était pris par sa profession et par des écrits autour de sa profession. Donc, il a beaucoup écrit autour du droit, etc. Et la fiction a commencé vraiment, ou en tout cas, il a commencé à en publier dans les années 80 dans le journal des procès. Donc, c'est un journal de vulgarisation de droit. Et il avait une rubrique qu'il a appelée « Effets divers ». Et dans cette rubrique, il publiait des nouvelles très courtes à partir de faits divers. Et c'était toujours extrêmement drôle. Et ça a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, il y a des gens qui attendaient la sortie de ce journal pour lire ces nouvelles. Alors, en ce qui concerne les romans, Pascal, tu lui as déjà donné le petit résumé, je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que ce qui est caractéristique de tous ces écrits, c'est l'humour et vraiment cette autodérision qu'on retrouve dans tous ces romans. Merci beaucoup, Marianne. On termine effectivement sur ce point d'humour et d'autodérision, et qui fait peut-être écho au titre, hein, Boule de Juif. Pourquoi ce titre? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter, nous apprendre? Julie, pourquoi le titre Boule de Juif? Alors, le titre Boule de Juif, c'est évidemment un clin d'œil à la nouvelle de Maupassant, Boule de Suif. Et dans le livre, il raconte que quand il était enfant, un jour à la bibliothèque publique qu'il fréquentait assidûment, comme vient de le raconter ma maman, un jour en parcourant les livres dans les rayons, il a le regard attiré par un titre et il croit lire Boule de Juif, mais en réalité, il est écrit Boule de Suif. Et il découvre comme ça la nouvelle de Maupassant. Mais cette confusion qu'il fait entre juif et suif, ce n'est pas anodin. Ça montre à quel point il était sensible à toutes les situations dans lesquelles était écrit ou prononcé le mot juif, ce qui était le reflet du fait qu'il était un peu toujours sur le qui-vive, jamais tout à fait tranquille, toujours à craindre des possibles remarques ou propos antisémites. Une attitude qui s'explique par le fait que, comme enfant, il était confronté après la guerre, parce que là, ça se passe dans la période d'après-guerre, à un antisémitisme diffus qui persistait. Et puis, évidemment, il était marqué par son expérience de la guerre, où tout petit, il avait dû se cacher dans un orphelinat pour échapper à l'extermination. Merci, Julie. Si maintenant qu'on a compris un petit peu plus le titre, on peut peut-être passer directement à un extrait du livre. Aurélien qui a un talent particulier pour la lecture, la déclamation, le théâtre. Aurélien va nous lire un extrait. Alors, donc, c'est un extrait court. Il y a eu 3 extraits sur la série et celui-ci est assez court. Le contexte est donc son arrivée à l'orphelinat. Ma mère nous fit ses adieux dans un parloir où on nous laissa seuls. Elle m'implora en yiddish d'obéir à monsieur le curé, de ne révéler à personne que nous étions juifs, sinon nous serions tous les 3 arrêtés et déportés. Puis, elle nous fit jurer, mon frère et moi, de ne jamais oublier que nous étions des juifs et de rester juifs quoi qu'il arrive. Je promis en yiddish de ne jamais oublier ce que je venais de promettre au curé d'oublier. J'appris ainsi que le mensonge était une vertu salutaire. J'allais bientôt me mentir à moi-même. Comme dit La Rochefoucauld, nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes. Voilà l'extrait. Merci beaucoup.
Et cet extrait permet effectivement de passer à l'une des questions qui est essentielle dans ce livre, qui est vraiment son rapport à la judéité, au judaïsme. Sabine, qu'on n'a pas encore entendue jusqu'à présent et que moi je ne vois pas sur mon écran. Sabine, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur son rapport à la judéité? Eh bien, bonjour Pascal et bonjour tout le monde, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer toutes et tous. Alors, je vais essayer de répondre à cette question qui est effectivement un gros chapitre. J'aurais presque envie de dire, est-ce qu'il y a un psychanalyste dans la salle? Mais on verra peut-être ça en fin de discussion. Mais c'est un rapport qui est évidemment pétri de paradoxes. Aurélien l'a évoqué dans cet extrait. Mon père a très tôt, tout petit, s'est retrouvé presque, comment pourrait-on dire, arraché au judaïsme qui lui avait été inculqué par sa mère pour se retrouver plongé dans un catholicisme, dans un orphelinat catholique. Et on comprend bien qu'assez vite déjà, il faut faire son chemin quand on est un petit garçon de 4 ans, qu'on a reçu une éducation extrêmement juive de sa mère, se retrouver ensuite dans un contexte où il faut oublier cette éducation, cet héritage, et en adopter un autre qui est complètement différent. C'est effectivement un peu perturbant, hein, cette espèce d'injonction contradictoire. Il va en nourrir d'ailleurs, probablement, une des raisons, une forme de rejet des religions, que ce soit d'ailleurs la religion catholique ou la religion juive. Mais donc effectivement, ce livre montre bien le parcours de cet enfant qui va commencer très tôt. Il l'explique dans son livre, il subit cette judéité qui l'encombre d'une certaine manière, qui lui a été inculquée de force et assez férocement presque par sa mère, jusqu'à l'âge adulte où il a réfléchi et il a une relation au judaïsme qui va se clarifier. Alors, autre paradoxe aussi, c'est que ce judaïsme, quand il est enfant, et puis quand il est petit garçon, et puis quand il est tout jeune adolescent, ce judaïsme l'encombre d'une certaine manière et est nourri aussi d'une forme de honte de cette mère qui l'encombre un peu, qui ne parle pas français, qui parle yiddish, cette famille pauvre, lui-même qui se sent rejeté, qui se sent différent, qui ne se sent pas accepté par ses compagnons de classe, par ses amis, par les garçons du quartier. Ce qui va d'ailleurs susciter, en tout cas générer chez lui des comportements pour essayer de se faire accepter par son entourage, par ses amis, par ses camarades de classe. Et d'ailleurs, après la guerre, il évoque un voyage à Paris qu'il va visiter une partie de sa famille qui habite à Paris, qui est une famille plus aisée. Et il va découvrir à l'occasion de ce voyage des figures juives dont il n'avait pas idée. Il découvre par exemple que Léon Blum est juif. On lui offre un livre de Joseph Kessel. Il ne sait absolument pas qui c'est. On lui explique que c'est un écrivain, c'est un aviateur juif. Et là, il découvre effectivement des modèles juifs qui vont changer l'image qu'il avait pu avoir jusque-là des juifs et des milieux juifs dans lesquels il avait grandi. Et puis encore une chose, Pascal, tu l'as dit en posant ta question, mon père faisait une différence en fait entre le judaïsme et la judéité. Il faisait une différence entre ce qu'il appelait l'être juif, la judéité, et le savoir juif, le judaïsme. Et lui se sentait il se sentait très attaché au judaïsme, il se sentait héritier de ce que sa famille lui avait transmis. Il parlait d'ailleurs de l'âme juive que sa mère lui avait transmise. Mais par contre, il estimait qu'il avait peu de culture, en tout cas il connaissait peu les traditions, il connaissait peu les rituels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a cette expression que je trouve formidable. Il dit qu'il se présente comme un juif non qualifié. Et d'ailleurs, c'était quand on avait par exemple la fête de Pessah, hein, puisque c'est un peu le contexte maintenant, on était toujours content quand c'était mon père, là je parle de nous,
de mes frères et sœurs. Hein. Je ne vais pas plus loin dans la famille, mais en tout cas, nous étions souvent contents quand mon père était le chef de la cérémonie, parce qu'on savait que ça irait très vite, qu'on allait rapidement manger, et puis qu'on mangerait bien aussi. Parce qu'il avait une espèce de rejet pour quand même une partie de ce que sa mère lui avait transmis, et notamment pour la cuisine ashkénaze. Ce qui n'est pas forcément notre cas à nous d'ailleurs. Mais donc voilà, il avait ce rapport pétri de paradoxes au judaïsme, mais un attachement très grand néanmoins pour la culture juive, pour le judaïsme, et qui s'est renforcé notamment avec la découverte et les débats qu'il a pu avoir sur l'État d'Israël, auquel il était très attaché aussi, tout en étant très critique, et ça aussi, il le montre dans son livre, et je pense qu'on abordera cette thématique un petit peu plus tard. Mais voilà aussi un élément qui a sans doute clarifié, qui a renforcé aussi son rapport au judaïsme. Merci beaucoup, Sabine. Un rapport au judaïsme qui est une judéité qui est transmise par la mère, par sa mère, de manière traditionnelle, mais encore plus dans ce cas-ci. On l'a évoqué déjà à différentes reprises, une mère qui lui parle en yiddish, qui lui transmet tout son passif. Est-ce que Julie pourrait nous en dire plus sur cette relation très étroite, très intense, très passionnelle, très fusionnelle et en même temps très complexe aussi et très étouffante avec sa mère? Oui, certainement, Pascal. Sa relation avec sa mère, c'est un des éléments importants du livre, un des thèmes importants du livre. C'était une relation complexe. Sa mère avait une forte personnalité. Moi, je ne l'ai pas connue, donc je ne sais que ce qu'en m'a dit mon père. Mais je crois pouvoir dire qu'elle avait les qualités et les défauts typiques d'une Yiddish mame. C'était une femme très courageuse. On le voit dans le livre. Elle a remué ciel et terre pour trouver un moyen de sauver ses fils pendant la guerre. Après la guerre, elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants puisque son père n'est pas rentré de déportation, alors qu'elle parlait à peine le français, sa langue c'était le yiddish. Elle était née en Pologne et elle avait émigré en Belgique en 1930 pour épouser son père, grâce à l'entremise de cousins. Et elle venait d'un milieu très modeste, elle ne savait pas lire et écrire, elle n'avait pas pu aller à l'école, mais elle s'est décarcassée pour élever ses fils et pour qu'ils ne manquent de rien. Et en même temps, elle avait des idées bien arrêtées sur ce que ses fils devaient faire dans la vie. Ils devaient être de bons juifs et surtout épouser une femme juive. Ça, c'était vital pour elle. Alors mon père, comme il le raconte dans le livre, il avait des sentiments ambivalents, il avait un rapport ambivalent à l'égard de sa mère, parce que d'un côté, il se sentait étouffé par elle était tout le temps inquiète, elle le surveillait. La hantise de sa mère, c'est qu'elle fréquente ce qu'elle appelait en yiddish des chicks, des femmes non juives, alors que mon père, lui, il voulait vivre comme les enfants de son âge, sortir, courir les filles, faire ses expériences. Mais sa mère, ça c'est quelque chose que mon père m'a souvent dit, sa mère ne comprenait pas le monde dans lequel il vivait. Elle était imprégnée de culture yiddish, elle avait grandi dans une famille juive traditionnelle en Pologne et mon père grandissait dans un univers tout à fait différent. Il y avait un fossé entre eux et mon père cherchait à se libérer de la pression qu'elle faisait peser sur lui. Et en même temps, il adorait sa mère, évidemment, il avait une grande tendresse pour elle, mais c'était un amour qui était mêlé de culpabilité et puis d'une forme d'irritation parfois. Merci beaucoup, Julie. Ce livre est vraiment un hommage à sa mère, mais il est aussi à son père. Et pour commencer cette évocation du père, Aurélien va nous lire un second extrait du livre qui traite de son père et de la résistance. Voilà, donc il traite de ce père qu'il a finalement du coup à peine connu, hein, dont il n'a pas de souvenir véritable. Ma mère entreprit des démarches en vue de se voir reconnaître le statut de veuve de guerre, soutenue par M. d'Outreland, un chef de la résistance qui habitait à 2 pas de chez nous. Sur la base d'un rapport de la Croix-Rouge, le tribunal de première instance prononça un jugement constatant le décès présumé de mon père, survenu en Allemagne entre Buchenwald et Weimar,
fin janvier 1945. Une lettre signée par le ministre de la Défense nationale notifia à ma mère, sur avis conforme de la commission d'agréation, que la médaille de la Résistance avec 2 sabres croisés était décernée à son mari à titre posthume et que le statut de prisonnier politique lui était reconnu. Mon père résistant. Pourquoi m'avait-on caché cela? Pourquoi m'avoir raconté qu'il s'était rendu lui-même à la gare? Je l'imaginais mitraillette à l'épaule, sabotant une ligne de chemin de fer. L'heure était à la glorification des héros, morts debout les armes à la main. Les Juifs méritaient certes la compassion, mais ils s'étaient laissés faire sans opposer de résistance. Ce n'était pas le cas de mon père. J'étais fier, j'étais le fils d'un Juif résistant. Mes copains ne crurent pas, me traitèrent de charlatan. Je produisis les preuves, ils me regardèrent avec respect. Quelques mois plus tard, la commission d'appel d'agréation pour prisonniers politiques et ayants droit, invalidant la décision de la commission de première instance, révoqua le statut de prisonnier politique de mon père et ordonna à ma mère de restituer la médaille de la Résistance, une enquête approfondie ayant établi que mon père avait été arrêté le 3 août 1942 exclusivement en sa qualité de résistance. J'allais voir M. d'Outreland. Il avait monté ce dossier afin de venir en aide à ma mère, lui procurer un moyen de subsistance. Il ne supportait pas l'injustice dont elle était victime. Faut qu'il retraite. Ma connexion est instable. Ça va quand même? Apparemment, il y a un problème de connexion. Ça va de nouveau, Aurélien. Tu peux y aller. Ça fonctionne de nouveau? Oui. Oui, ça fonctionne. Ah. Bon, je ne sais pas si ça a duré longtemps, donc, mais voilà. Alors, je reprends. J'allais voir M. d'Outreland. Il ne supportait pas. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Était un mensonge humanitaire. Eh bien, dans ce cas, je me tais. Je ne sais pas quoi dire alors. Mais non, il faut. D'un coup, ça fonctionne. Oui. Parce que chaque fois que tu te dis que tu t'arrêtes, ça refonctionne. Oui. Alors, le problème, c'est moi. Alors, Aurélien, attends, je vais Tessa essayer te autre propose chose. de couper la caméra. Tessa te propose de couper la caméra. C'est chaque fois que tu vas Voilà, chez M. ça va mieux comme ça? Il y a un problème. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, Aurélien, très On bien. entend. Et continue, bon. même si tu crois que ça s'interrompt, continue parce que ça revient. Oui, bon, d'accord. Très peu. Bon, alors donc, son faux était un mensonge humanitaire qu'il ne regretterait jamais d'avoir commis. Voyant ma déception, il me dit « Il y a différentes façons de résister, mon garçon. Nous étions libres d'agir. Nous avions des armes et une organisation. Les Juifs étaient désarmés, on leur avait tout pris. Ils étaient isolés et encerclés. Les Allemands leur ont tendu un piège dans lequel nous serions tombés nous aussi si nous avions été dans leur situation. Comment auraient-ils pu se battre contre les policiers de la Gestapo armés de mitraillettes qui venaient les arrêter un à un? Mais ton père a trouvé en lui la force de ne pas mourir, de survivre à des souffrances terribles. Il a tenu tête aux nazis jusqu'en 1945. Crois-moi, mon petit, ça aussi, c'est résister. Ton père était un homme d'un grand courage. Tu peux être fier de lui. » Voilà, je ne sais pas ce qu'on a entendu, mais je suis arrivé au bout. Voilà, on a tout entendu. On a tout entendu. Et de toute façon, on relira le livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Si on enchaîne sur cette question de la résistance et surtout celle du père, Sabine, est-ce que tu pourrais nous éclairer et nous parler de ce rapport particulier qu'il a avec ce père dont il n'a quasiment pas de souvenirs, comme l'a mentionné Aurélien, et également nous parler de sa relation, sa réflexion sur ce qu'a été la résistance, le fait de résister.
Oui, Pascal, mais moi j'aime beaucoup cet extrait, ce passage que Aurélien vient de lire, qui m'a beaucoup touchée et que je trouve vraiment bouleversant. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que j'aurais bien aimé rencontrer ce monsieur d'Outre-Lange, parce que ce qu'il dit est extrêmement émouvant, mais aussi très juste. Et le rapport, ou plutôt comment dire, les liens de mon père avec son propre père sont évidemment extrêmement ténus. Hein, vous l'avez dit tous les deux, enfin, tout le monde l'a dit, je crois, enfin, maman et Julie l'ont dit aussi. Il n'a très peu connu ce père, puisque aussi bien Foulek a été caché dans une famille et puis dans un orphelinat catholique à ses 4 ans. Et puis, de toute façon, son père était déjà parti au travail obligatoire. Il est parti en 1942. Donc, il en a des souvenirs. Il n'en a pas de souvenirs, en fait. Il s'est construit une image de son père au travers des bribes, essentiellement de sa famille et puis surtout de sa mère. Et puis, les histoires qu'on se racontait dans la famille. Donc évidemment, se construire une image de père à partir de ça, à partir aussi du fait qu'il s'est présenté, lui, à l'appel pour partir au travail obligatoire. Il est parti travailler pour l'organisation TOT, hein, qui est cette organisation du Troisième Reich qui avait pour but de construire le mur de l'Atlantique, les bunkers, alors que son épouse, donc la mère de mon père, le suppliait de ne pas partir. Donc ça aussi, ça faisait sans doute partie du récit familial. Et puis aussi le fait que finalement, ce père inconnu, pendant longtemps, était disparu et n'était pas vraiment mort, puisque sa mère l'a attendu très longtemps et souvent ils allaient en famille régulièrement attendre l'arrivée des trains pour voir si le père de mon père allait revenir de la déportation. Et pendant longtemps, en fait, mon père n'avait pas beaucoup d'informations. Ils ont fini évidemment par comprendre qu'il ne reviendrait pas. Et pendant longtemps, mon père n'a pas eu beaucoup d'informations sur son propre père. Et c'est beaucoup plus tard qu'il s'est intéressé à ce qu'il s'était passé pour lui pendant la guerre, quel avait été son parcours. La scène d'ailleurs qu'il décrit, la scène de la mort de son père, que je trouve aussi être un passage vraiment très, très fort, très bouleversant, très très dur, qu'il a évidemment complètement imaginé, bien sûr. Donc il imagine entre Weimar et Buchenwald, comme le disait Aurélien, dans une marche de la mort, et puis à quelques heures de l'arrivée, finalement, il finit par s'effondrer dans la neige. Et donc voilà, je pense que pour lui, c'était là aussi quelque chose de très ambivalent, d'à la fois, finalement, ce père, il ne l'avait pas connu, donc il n'en avait pas de souvenir personnel, donc d'une certaine manière, il ne ressentait pas véritablement la perte, mais d'un autre côté, il grandissait avec cette image qui était l'image du récit familial. Et je terminerai juste en disant qu'il a effectivement, lorsqu'il a commencé à faire des recherches beaucoup plus tard, ses recherches ont été assez loin. Hein. Il a essayé effectivement au départ de l'histoire des Juifs de Liège, de savoir exactement quel avait été le parcours de son père. Et je pense que ça a été une étape aussi très importante pour lui. Juste pour terminer, ce livre est un hommage à sa mère, très clairement. Mais ces pages qui sont consacrées à son père sont, je pense, aussi très, très importantes dans son parcours, dans le besoin qu'il a eu de comprendre son parcours, de comprendre sa relation avec sa famille. Merci Sabine. Et tu l'as mentionné, donc effectivement, un rapport à ce père, un rapport aussi, donc on a parlé de son rapport à ses parents, mais je voudrais qu'on situe aussi au niveau géographique. Donc il né à Ougré, il grandit à Liège, il se rend ensuite il va vivre à Bruxelles, et néanmoins il évoque la ville de Paris.
à plusieurs reprises. Enfin, il l'évoque particulièrement, on l'a mentionné rapidement au début de la rencontre, mais quelle est cette relation particulière avec la ville lumière, avec Paris? Et si Aurélien pourrait nous y répondre, lui qui la connaît intimement également. Alors, je vois l'heure qui avance et je vois qu'il est déjà 9h moins quart. Donc, je m'engage à faire une réponse courte sur cette question. Mais c'est vrai que Paris fait l'objet d'un chapitre que je trouve très émouvant dans son livre. Sabine a déjà évoqué des choses, donc je vais aller assez vite. Mais voilà, en gros, il faut se mettre dans la peau d'un enfant de 10 ans qui découvre, alors qu'il pensait avec sa mère que l'ensemble de sa famille était morte, puisqu'il n'avait de nouvelles de personne, qui découvre en 1949 que le frère de sa mère vit encore et vit avec sa propre famille à Paris, et il est invité à lui rendre visite. Et c'est à cette occasion qu'il va en même temps découvrir, lui qui vient donc des quartiers pauvres de Liège, on l'a déjà dit, dans un petit appartement, 2 pièces, en vivant à 3, sans salle de bain, il découvre une vie qui n'a rien à voir, avec un oncle qui a une voiture, qui habite dans cette énorme ville complètement fascinante pour n'importe qui d'ailleurs, et il arrive le jour des obsèques de Léon Blum, il reçoit un ouvrage de Kessel. Donc, il découvre qu'il existe des juifs qui ne sont pas des juifs honteux. Il y a des juifs qui sont des illustres personnages qui ont écrit des livres fondamentaux, qui ont marqué la politique en France. Et donc, il est complètement troublé par tout ça. Et puis, il découvre aussi un autre milieu, puisque son oncle vit confortablement dans un grand appartement. Lui dit un énorme appartement, mais c'est avec ses yeux d'enfant, évidemment, avec un domestique à la maison, quelqu'un qui fait à manger, chacun a sa chambre. Donc, Paris représente un autre monde et va le marquer à vie. Et il va garder tout au long de sa vie un amour, une admiration pour Paris, pour le Paris intellectuel, bien sûr, avec Jean-Paul Sartre, pour le Paris des théâtres. Et il nous a beaucoup transmis son amour pour Paris. Alors, c'est vrai que j'ai vécu quelques années à Paris et je pense que, oui, il était assez content de savoir que son fils s'était installé là-bas. Et il connaissait la ville comme sa poche. Lui qui n'avait le sens de l'orientation nulle part, à Paris, il pouvait se débrouiller tout seul. Et c'était assez impressionnant à voir. Et ce à quoi j'ai repensé en lisant, pour conclure ce petit chapitre, en relisant le moment où il évoque Paris, il explique qu'à la fin de son voyage, son oncle lui a offert un vélo. Et donc, il pouvait rentrer à Liège avec son vélo. Mais il a fait l'erreur de d'abord téléphoner à la mère de mon père pour lui dire que son fils allait revenir avec un vélo. Et évidemment, pour sa mère, il était hors de question que son fils prenne de tels risques. Se balader sur un vélo était beaucoup trop dangereux. Et donc, il a dû laisser le vélo à Paris. Et ça m'a rappelé une autre histoire, plus personnelle, puisque moi, quand je me suis installé à Paris, je l'ai appelé un jour et je lui ai dit « Papa, j'ai réfléchi et en fait, pour circuler dans Paris, le plus simple, c'est encore le scooter, donc je vais acheter un scooter. » Et il m'a dit « Aurélien, ne me tue pas. » Et donc, ça me fait penser quelque part que l'histoire se répète et qu'il a appris quand même beaucoup de choses de sa mère, et sur les questions de la transmission qu'on évoque ce soir, eh bien, ça en dit long. Ça en dit long et en même temps, ça en dit aussi de sa capacité à surmonter les épreuves, à vous prendre du recul. Et une grande partie du livre traite véritablement de son enfance pendant la guerre, de son parcours d'enfant caché. Sabine, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en tout cas évoquer, pour essayer de trouver quelques réponses par rapport aux stratégies de résilience qu'il a mis en place? Comment a-t-il surmonté cette épreuve de la guerre? Alors, je vais prendre aussi exemple sur Aurélien, parce que le temps file. Je vais essayer d'être courte, d'autant plus que je ne suis ni psychiatre ni psychanalyste, donc je ne suis pas du tout une spécialiste de la résilience. Mais par contre,
je pense qu'il y avait chez mon père, il le décrit très bien, et je suis très contente d'avoir l'occasion d'aborder cet aspect-là. Il le décrit très bien à travers son livre, et il en parle très bien, et on le sent rien qu'à la lecture de son texte. Il avait un humour qui, je pense, lui a été très utile. Alors d'abord, il raconte que quand il était petit et qu'il se sentait, qu'il était traité comme un étranger qui n'avait pas de patrie en plus. Donc quand on lui disait rentre dans ton pays, il se sentait, disait-il, enfin il utilise cette expression, je me sentais renvoyé au néant. Il doit donc trouver des stratégies pour se faire accepter par le voisinage, par les copains de classe, par les gamins du quartier. Et il va se mettre à faire le pitre, il va faire le clown, ce qui va être, de manière très instinctive, en fait, finalement, est une arme, un outil qui lui sera très utile parce que ça va très bien marcher. C'est comme ça qu'il fera à l'orphelinat aussi. C'est comme ça qu'il fera après la guerre. Et je pense que pour toutes les personnes, et celles qui sont ici, à mon avis, pourraient en témoigner, qui l'ont connu, cette capacité, alors au-delà de l'humour, mais aussi ce côté un peu pitre qu'il pouvait avoir, il l'a gardé toute sa vie. Et donc, à côté de ça, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui transparaît très fort dans son livre. Cet humour, c'est pas du tout une posture. Cet humour était quelque chose qui lui était vraiment accroché au corps. Et je pense que dans les moments de traumatisme, ou plutôt pour surmonter des traumatismes, pour pouvoir survivre à des douleurs terribles, il a probablement utilisé l'humour pour tenir à distance la douleur, pour tenir à distance ses émotions, pour tenir à distance ses affects. Je pense que c'est comme ça. En tout cas, pour l'avoir connu de près, c'est quelque chose que j'ai ressenti et ça traverse vraiment tout, ça irrigue tout ce récit. Je pense que c'était là, effectivement, l'une de ces stratégies pour surmonter le traumatisme. Merci Sabine. Cette question sur la guerre et le traumatisme nous amène à questionner ou en tout cas à réfléchir à un traumatisme suivant, je dirais, consécutif, qui est celui vraiment du parcours dans l'immédiat après-guerre, du quotidien de ces familles de survivants, de ce retour attendu ou non, qui n'arrivera jamais de rescaper, de rescaper des camps ou de personnes décédées dans les camps. Et donc, il va traiter dans ce livre vraiment de ce pan d'histoire juive dont on a peu parlé jusqu'à présent et pour lequel encore de nombreuses recherches historiques sont en cours. Marianne, est-ce que vous pourriez évoquer avec nous comment, selon vous, cette histoire, c'est vraiment ce traumatisme, je dirais, de l'immédiate après-guerre, l'a-t-il marqué en tant qu'enfant? Oui, donc évidemment, c'était une situation très, très difficile, l'attente du père qui ne revenait pas, les allers et retours à la gare quand les convois de déportés rentraient, la mère essayait d'avoir des renseignements, de savoir s'il y a des gens qui l'avaient rencontré, et évidemment, rien n'arrivait. Et puis, ce qui était très dur pour lui aussi, c'est les soirées où sa mère l'emmenait chez ses amis parce qu'il ne pouvait pas le laisser seul à la maison. Et ses amis passaient leur soirée à pleurer ensemble, à raconter l'histoire de leur famille, morts dans les ghettos, dans les camps, dans les chambres à gaz. Et lui, il entendait tout ça et il dit dans son livre qu'à un âge où les enfants écoutent leurs parents leur raconter le soir les contes de Perrault, lui, il entendait les contes, il était bercé dans les contes des chambres à gaz. Un moment qui était aussi très, très difficile pour lui, c'est l'Iskor, donc cette prière des morts à la synagogue qui a lieu pendant le Kippour, où tous les enfants, quand ils ne sont pas orphelins, ils peuvent quitter et les orphelins doivent rester. Et forcément, sa mère insistait beaucoup pour qu'ils restent.
Et c'était, surtout après la guerre, c'était des moments très durs où le rabbin évoquait en pleurant le nom des camps, Auschwitz, Treblinka, Majdanek, ce qui provoquait chez les femmes des cris, des pleurs. Et donc, ils devaient vivre tout ça. Moi, je me suis dit qu'à part l'humour, il y avait autre chose aussi. Je pense que la lecture, comme il dit lui-même, à 10 ans, il baignait dans les livres. Je crois que c'est la lecture aussi qui lui a permis un peu de s'évader, de fuir ce monde horrible et de se retrouver dans d'autres mondes plus vivables. Voilà. Merci Marianne. Si on enchaîne effectivement donc sur ce parcours assez extraordinaire, hein, il s'est véritablement construit seul. Jusqu'à quel point et comment, et je demanderai à Julie de répondre à cette question, on doit encore tenter de trouver des bribes de réponse, comment ses origines modestes, ses origines ont influencé son parcours et plus particulièrement son engagement pour plus de justice sociale. Il traite à plusieurs reprises de la pauvreté dans cet ouvrage et on connaît son parcours effectivement par la suite. Donc Julie, comment est-ce que ses origines ont vraiment l'ont influencé et l'ont mené à mener les combats pour plus de justice sociale qu'on connaît par la suite? Pardon. Merci pour cette question, Pascal. Avant de répondre, je voulais juste compléter par 2-3 mots la réponse de ma maman à la question précédente, pour ne pas donner l'impression que Vous m'entendez? Oui. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, pour ne pas donner l'impression que le livre est trop dur et trop sinistre, ce qu'il raconte de l'après-guerre n'est pas que des choses très dures. Il parle aussi de ses découvertes, ses expériences dans le quartier où il vit, à Liège, les enfants qui rencontrent, ces jeux. Il y a des passages très amusants. Ça ne parle pas que de ce qui est lié à la guerre et aux expériences des rescapés. Et donc justement, il a... Pour en venir à la question de Pascal, il a grandi dans un milieu modeste, dans un quartier pauvre, et il a toujours gardé une grande conscience de ses origines sociales, du fait que son père était ouvrier et qu'il venait d'un milieu défavorisé. Il est toujours resté très sensible à la question des injustices sociales, des inégalités, et ça a été une préoccupation majeure dans ses engagements politiques et professionnels plus tard. Mon père était un homme engagé à gauche. Comme avocat, dans les années 60, il a beaucoup participé aux réflexions, à toute une série de réflexions critiques sur le droit, en particulier le droit pénal. Il avait fondé une revue de discussion critique sur le droit qui s'appelait Pro Justicia. J'ai vu que Françoise Tulkens était parmi les participants et elle se souvient bien de cette époque. Elle y a participé. C'était une revue autour de laquelle gravitait toute une série de juristes, militants, engagés, qui essayaient de secouer un peu le monde juridique et judiciaire de l'époque. Et cette revue lui a donné l'occasion d'interviewer Sartre, d'interviewer Foucault et d'autres. Sartre et Foucault en particulier étaient deux intellectuels qu'il admirait beaucoup, et ce sont des rencontres qui l'ont marqué. Et par la suite, il a toujours continué à participer à ces réflexions sur la rénovation de la justice, sur l'accès au droit, l'accès à la justice. Il a beaucoup écrit sur ce type de sujet. Il n'a pas écrit que de la fiction. Il a aussi écrit, comme ma maman l'avait déjà dit, il a aussi écrit des essais, des articles sur des thèmes en lien avec le droit et la justice, et même au-delà, mais avec toujours cette préoccupation pour la justice sociale. Plus tard, comme magistrat, il a fondé une autre revue qui s'est appelée Juger, et il a aussi été l'un des fondateurs du premier syndicat de magistrats, l'association syndicale des magistrats, qui existe toujours. Et donc, même s'il a connu une ascension sociale et qu'il a accédé à un milieu plus privilégié, il n'a jamais oublié d'où il venait et le milieu dans lequel il avait grandi.
Merci Julie. Engagement citoyen, justice sociale, mais également une conscientisation politique qui va de pair. Et celle-ci évolue bien évidemment au fil des années, une conscience politique qui l'amène aussi bien entendu à s'intéresser au sionisme, à l'État d'Israël en tant que juif, en tant que juif de gauche. Marianne, pourriez-vous évoquer avec nous son rapport au sionisme et à l'État d'Israël et comment celui-ci a-t-il évolué au cours des années, des décennies, je dirais même. Voilà, mais je vais faire un peu comme mes enfants, je vais essayer d'aller plus vite parce que je vois que le temps est vraiment très, très loin. Donc, il a été très conscient très tôt de l'importance que l'État d'Israël constituait pour les Juifs, ce que sa mère, qui se rendait compte aussi que c'est elle vénérait Israël, c'est un pays où l'antisémitisme n'existait pas, mais c'était un pays dangereux, où il y avait des attentats, il était entouré par des pays ennemis, et il lui a permis d'aller au mouvement de jeunesse sioniste, parce que pour elle, comme ça a été déjà dit, c'était l'occasion de lui faire rencontrer des filles juives et l'espoir qu'il épouse une juive et pas une chixa, mais la condition, c'était de ne pas faire son alia, ne pas partir en Israël parce que c'est un pays dangereux. Et il est allé à la Cortonia, un mouvement sioniste de gauche, et où il a été formé au sionisme tout à fait en détail, mais alors que ses camarades sont partis en Israël, lui, il n'est pas parti. Donc, tout ceci était dans le livre. Alors, rapidement, des choses qui ne sont pas dans le livre parce que c'est une époque postérieure. Donc, il s'est installé à Bruxelles après la fin de ses études et du service militaire. Et là, il a rejoint très vite le CCLJ qui correspondait, donc ce judaïsme laïque et humaniste correspondait à ses idées. Donc, c'était un compagnon et un très proche de David Susskind qui l'a accompagné dans tous ces combats que je ne vais pas rappeler puisque nous sommes entre gens qui connaissent tout ça. Peut-être un petit mot sur la guerre de 67, comme beaucoup de juifs et beaucoup de juifs même assimilés, la peur de la disparition d'Israël a fait que nous sommes inscrits pour partir en Israël et nous n'avons trouvé de la place que pour vendredi et évidemment le vendredi, la guerre était finie et nous ne sommes pas partis. Mais après la guerre de 67, et ça, il en parle dans son livre, cette guerre a engendré l'occupation militaire des territoires palestiniens, la prolifération des colonies et la création de l'État palestinien viable lui semblait de plus en plus illusoire. Donc, même s'il est resté attaché à l'existence de l'État d'Israël jusqu'à la fin, il s'est donné le droit de critiquer la politique de l'État. Il considérait que cette politique était tragique, autant pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Alors, une dernière chose, et c'était la fin de son livre, il était très inquiet de constater la ressurgence de l'antisémitisme qui réapparaissait sous des formes plus présentables, comme l'antisionisme. Et la fin de son livre, qui est très poignante, où il parle de cet antisémitisme qui lui paraît impérissable, la phrase c'est « Tout cela m'engage à me proclamer juif jusqu'au dernier antisémite, autant dire que c'est un long combat post-mortem qui m'attend. » Voilà. Merci Marianne. C'est vrai. Effectivement, vous le voyez, vous l'entendez, chaque mot est choisi, chaque mot est pensé, chaque mot réfléchi. Et c'est un réel plaisir en fait de le lire et de le relire. Et pour conclure la rencontre, avant de passer aux questions, Aurélien va nous lire encore un troisième extrait choisi. D'un extrait, donc c'est Foulek a été choisi pour incarner Jésus à l'orphelinat lors d'une procession. Je ne le vois plus. Alors moi, j'entends parfois avec... Oui, alors j'ai coupé ma caméra. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend parfaitement. Ah ben c'est super, tant mieux. Oui, et bien voilà, donc ça c'est un petit extrait qui illustre, je pense, très bien ce que Julie disait tout à l'heure, donc cet humour permanent
Et malgré les moments difficiles qu'il évoque parfois, eh bien, il y a toujours un regard un peu ironique sur les choses. Donc, voilà, je lis le petit extrait. On prépara les enfants de mon groupe à la première communion. Le curé me fit venir à son bureau pour m'expliquer de sa voix veloutée, l'air embarrassé, qu'à son grand regret, je ne pouvais pas faire la communion car je n'avais pas l'âge. J'allais sur mes 7 ans. J'encaissais mal ce coup dur. Le curé mentait. Je lui fis remarquer que Bertrand, qui avait le même âge que moi, pouvait la faire. Il avoua alors vraie raison. Je n'étais pas baptisé. Je ne demandais qu'à être baptisé. Si ça ne tenait qu'à lui, me dit-il, il me donnerait avec joie le baptême, mais il n'en avait pas le droit sans le consentement de ma mère, dont on ne savait pas quand serait la prochaine visite. Je fis valoir que sœur Thérèse nous avait enseigné que le désir sincère d'être baptisé et de vivre en chrétien suffit pour recevoir le baptême. Or, ce désir sincère, je l'avais. Surpris par mon argumentation, il me sortit enfin une raison que je pouvais difficilement contester. Je savais comme lui que ma mère voulait que je reste israélite. Il ne pouvait pas trahir sa confiance, il était sincèrement désolé. J'assistais à la cérémonie en bouillant de rage. J'observais avec morgue des communiants en veste bleu marine et chemise blanche qui, la tête inclinée sur leurs mains jointes, l'air constipé, allaient s'agenouiller côte à côte devant l'autel. Ils ouvraient la bouche tels des brebis s'apprêtant à bêler, et le curé, passant de l'un à l'autre avec son ciboire, déposait une hostie sur les langues tirées. Peu après, le curé me désigna pour incarner le Christ dans une procession. Voulait-il me consoler? En tout cas, on aurait pu trouver meilleur candidat que moi pour un tel emploi. Un petit juif authentique, dûment circoncis et aspirant au baptême, c'était une aubaine. J'étais manifestement fait pour le rôle. Par une belle matinée du printemps 1944, sous un ciel bleu et pur comme la robe de la Vierge, la procession traversa le village. Sur le seuil des maisons, les villageois se signaient sur son passage en fléchissant le genou. Moi, Jésus, vêtu d'une tunique de drap, une fausse couronne d'épines dans mes cheveux bouclés, je marchais au milieu de la rue, courbé sous une grande croix de carton posée sur mon épaule. Je tombais une première fois, 2 bons chrétiens accouraient pour m'aider à me relever, et je reprenais ma marche titubante vers le lieu de mon supplice. Ce fut mon heure de gloire. Merci beaucoup. On a fait le tour, en fait. On a terminé notre passage des différentes questions, les différents sujets principaux qu'on voulait évoquer. Ce soir, avec vous, la parole, la parole est à vous via le chat. Vous pouvez lever la main et ouvrir votre micro. Je suppose qu'il y a différentes questions qui émergent dans tous les sens. Et c'est vrai que cet exercice est particulièrement compliqué vu qu'on est sur Zoom et pas dans la salle du CCLJ, ce qui aurait été, je pense, toujours préférable pour tous. Néanmoins, et je voulais quand même le signaler, ça permet aussi de rassembler ici, et j'ai vu les différentes personnes, donc notamment personnes qui sont originaires de Liège, mais qui ne sont pas en Belgique aujourd'hui et qui ont pu nous rejoindre effectivement d'Israël notamment, et qu'on soit effectivement tous présents. Donc les questions sont... Jacqueline. Oui, Hélène Freint. Allez-y, Voilà. commencez. Peut-être qu'on... Bon, et moi? Oui, je vous en prie. Oui. Bon, je voulais dire simplement que je me suis rendu compte que le papa, c'était en réalité, c'était mon papa. Donc, parce que moi, j'ai l'âge aussi j'ai 80 ans, donc c'est le même âge que celui qui a écrit. Mais mon papa, je l'ai bien connu puisque je l'ai bien connu. Et quand il y a quelque chose qui n'est, je pense, pas juste, quand on a dit qu'il a voulu aller s'engager dans la défense, pour les Allemands, là, quand il est parti, qu'il a été réquisitionné, et il voulait ça. Il aurait pu éviter, il voulait ça. Mais je pense qu'il ne voulait, c'est pas vrai ça. Il a été vraiment réquisitionné parce que mon père, vous entendez pas, non?
n'entendez pas. Mon père bon, il travaillait, il est de Liège aussi, hein, finalement, il y a beaucoup de choses communes, mais il a été, on l'a forcé, il était ingénieur aux ASSEC à ce moment-là, il est venu de Pologne aussi faire ses études à Liège, hein, et donc il a finalement en 42, il a été réquisitionné de force pour aller là-bas et il a participé avec beaucoup de Liégeois à la construction du mur de l'Atlantique pour les Allemands. Et donc, je pense que même que ce n'est pas qu'il a voulu y aller, je crois qu'il a été, comme tout le monde, forcé. Voilà, c'est ça que je voulais revenir. Je crois que, parce qu'on a présenté les choses comme quoi lui voulait s'engager, etc., mais je pense que non, il a dû être forcé comme mon père, quoi. Puis mon père a sauté du train avec les Liégeois, là, voilà. Et il n'a plus voulu... Vous avez une question particulière à poser à Marianne ou aux enfants? C'est-à-dire que simplement que ce fait-là est interprété, je crois, faussement quand il a dit il a voulu. Il n'a pas voulu, on l'a forcé. Parce que les Allemands ont forcé mon père à y aller. Voilà, moi Non, mais je peux répondre. Voilà. Oui. Je peux répondre. Oui. Voilà, donc je pense que ce que Aurélien essaie de dire, c'est que quand on l'a convoqué, sa femme, donc la mère de Foulek, lui a dit de ne pas y aller, de se cacher, comme certains l'ont fait. Et lui a dit, je vais y aller parce que grâce à ça, la famille va être protégée, elle va avoir de l'argent. Donc, c'est pas qu'il voulait absolument y aller. C'était, voilà, sa réaction était celle-là. Oui. Et juste pour ajouter, puisque c'est moi qui répondais c'est moi qui évoquais ça, c'est aussi le récit que lui en fait, évidemment. Hein. Donc, je ne dis pas évidemment qu'il a été avec plaisir se rendre à la caserne de Saintes. Non, mais que, ensuite, voilà. Mais il raconte que sa mère, et c'est ça qu'il dit dans son livre, sa mère lui avait bien dit, et sans doute que c'est aussi le récit qu'elle faisait après-guerre, qu'elle lui avait bien dit de ne pas y aller. Elle avait insisté pour qu'il n'y aille pas. Après, comment les choses se sont passées dans la réalité, évidemment, c'est pas du tout ça qu'on voulait dire ici. On racontait la manière dont le récit avait été raconté. D'accord. Oui, et pour encore préciser, dans le livre, il dit bien qu'ils ont su. Ah, pardon. Oui, non, juste encore un point pour préciser. Dans le livre, il dit bien qu'il a reçu une convocation lui ordonnant de se rendre à la gare. Donc ça, c'est clair. Ouais. Voilà, il y a une question de Jacqueline Goffin. Oui, moi j'ai deux questions. Elles sont courtes. Je voulais savoir si pendant sa vie, la vie que vous avez vécue avec lui, il a parlé de son enfance. Et comme je suis psy quand même, je voudrais savoir s'il a estimé nécessaire lui-même de faire une psychanalyse. Bon, mais je peux répondre. Oui, il a beaucoup parlé de son enfance. Nous a beaucoup raconté ces événements, des anecdotes autour de l'enfance. Et ce qui avait de particulier, c'est qu'il n'était pas amer. C'était toujours avec humour et avec distance. Et sur la question de la psychanalyse, je peux vous dire que non. Ça ne m'étonne pas. Je pensais bien qu'il n'avait pas fait une psychanalyse. En lisant le livre, j'ai pensé qu'il n'a pas fait une psychanalyse. Mais je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bien que le livre est passionnant. Hein. Le livre est passionnant. Moi, je voulais juste dire qu'il a toujours détesté le pathos ou qu'on s'apitoie sur lui ou sur son sort. Et donc, c'est pour ça que quand il nous parlait de ça, c'était jamais mélo, quoi. C'était vraiment avec une certaine distance aussi et aucun misérabilisme. Mais peut-être que sa psychanalyse à lui a été d'écrire ce livre. C'était une façon pour lui de mettre les choses au clair sur ce qu'il avait vécu. Oui, et l'humour quand même, on sent que l'humour, ce que vous dites tous, c'est que l'humour a une fonction extrêmement importante pendant sa jeunesse aussi, pour survivre. Et peut-être, donc il a bâti l'humour, enfin moi je ne l'ai pas connu, hein, mais fréquenté, disons. Mais je suppose que l'humour a
a tenu lieu quand même de quelque chose qui le tenait, quoi, qui comptait, qui permettait de mettre une distance, comme on vient de dire. Et c'est une magnifique façon, hein, une magnifique façon de survivre, hein, et de vivre. Merci. Merci. Y a-t-il encore des questions? Une main qui se lève? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une question. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Ménia. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Ce n'est pas tellement une question, c'est une précision à propos de la bibliographie de Foulek, qui a été mentionnée au début de cette magnifique soirée. Bonjour à Marianne et aux 3 enfants, vous êtes dignes de votre père. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il a écrit aussi un ouvrage, un essai sur Edmond Picard. Edmond Picard est un grand avocat prestigieux, ami des arts, qui a fondé le journal des tribunaux, enfin, les milieux juridiques le portent au nu. Et Foulek a révélé, je crois, que c'était un antisémite, mais véritablement caricatural et acharné. Et Foulek l'a fait, il y a 2 éditions de ce livre. Il l'a fait d'une manière extrêmement précise, je dirais que la précision du juriste et la qualité d'un historien. Voilà, je voulais simplement apporter ce petit complément d'information. Je vous recommande de lire ce livre. Ménia, tu avais une question? Tu peux ouvrir ton micro. Voilà. Oui, d'abord un grand merci à la famille, à Pascal, à toi Sylvie pour cette soirée très émouvante. Je voulais savoir quel était le rapport de Foulek avec cette langue yiddish de sa mère. Je comprends, enfin, je l'ai fréquenté un peu, je ne crois pas que vraiment il parlait. Est-ce qu'il s'intéressait peut-être à apprendre? On t'entend très mal, Ménia. Est-ce que tu as un problème de micro ou... C'est possible, oui. Là, ça va mieux. Ne bouge plus. Bon, je répète, je voulais savoir quel était son rapport avec le yiddish. Donc, sans doute, tout jeune, il a vu, c'était sa langue avec ses parents. Est-ce qu'il a développé après ou qu'est-ce qu'il en pensait? Oui, donc moi je peux répondre non. Donc le yiddish, c'était une langue qu'il connaissait mais qu'il ne pratiquait plus du tout. Et n'empêche que ça transparaît dans ses livres. Hein. C'est pas par hasard qu'Abraham Potts s'appelle Abraham Potts. Donc il connaissait des expressions en yiddish, mais il ne pratiquait plus. Et je me demande si ce n'est pas aussi lié à la guerre, à l'orphelinat, au fait qu'il voulait, quand il était enfant, ce judaïsme lui pesait. Et donc, je pense qu'avec sa mère, après la guerre, il essaie de parler beaucoup en français et sa mère lui répondait en yiddish. Merci Marianne. Je vois que Izzy Albertal a également une question. Izzy, si vous voulez. Oui. Oui. Moi, je voulais simplement apporter un témoignage par rapport au yiddish. Personnellement, je pratique le yiddish régulièrement. Et c'est vrai que quand on se voyait, régulièrement, il y avait l'une ou l'autre expression en yiddish qui surgissait, sans aller plus loin, mais soit des expressions, soit des commentaires, soit peut-être même quelques insultes, l'une ou l'autre. Le reste, je crois que les témoignages sur le personnage à la fois plus que cultivé et sa perspicacité
dans sa judéité et dans sa relation avec l'État d'Israël a suffisamment été évoqué par sa famille, que je salue ici et que j'embrasse. Merci beaucoup, Izzy. On a également Il y a également une question, je vois, de Jean-Jacques Deleu. Oui, d'abord, je voulais remercier la famille pour ce très bel hommage et Pascal et Sylvie aussi, que j'y associe, bien sûr, mais remercier d'avoir choisi le CCLJ pour le faire. Et j'avais une question, surtout pour les 3 enfants. Sabine a un peu parlé de Pessah et ce que faisait son père à ce moment-là, qui n'aimait pas la nourriture ashkénaze, mais qu'est-ce qu'il vous a transmis en matière de judéité à tous les 3? Moi, en tout cas, je peux dire une chose. Ah, Sabine, tu voulais dire quelque chose. Bon, je me lance. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que, comme dans son livre d'ailleurs, il avait besoin d'éclaircir son rapport à la judéité. Mais quoi? On ne m'entend pas? Si. Ben, je vais couper ma vidéo. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est bon? C'est mieux comme ça. Bon, super. Donc voilà, il avait certainement besoin d'éclaircir son rapport à la judéité, mais nous, on a toujours été baignés dans une certaine forme de judaïsme. En tout cas, pour lui, c'était par exemple très important que je fasse ma bar mitzvah. Mais il était extrêmement fier de m'avoir fait prononcer un discours, puisque, je dois le confesser, c'est lui qui l'a écrit du début jusqu'à la fin, de m'avoir fait prononcer un discours. Il me l'a dit plusieurs fois, il m'a dit « Je suis tellement fier que tu aies prononcé un discours laïque dans la grande synagogue de Bruxelles devant le rabbin Guigui ». Il trouvait que c'était… Voilà, et ça, je trouve que ça traduit pas mal cette ambivalence et cette complexité par rapport à la question du judaïsme. Voilà, ça me faisait penser à ça, en tout cas, à ta question. Oui, moi, je veux bien. Et Sabine avait des choses à dire. Vas-y, Julie. Mais moi, pour compléter dans le même, pour aller dans le même sens qu'Aurélien, je pense que ce qui nous a transmis, c'est un judaïsme, un rapport laïque, culturel et critique au judaïsme. Le judaïsme, c'était une composante importante de son identité, et ça, il nous l'a transmis, cet attachement au judaïsme. Ça fait partie de notre histoire, l'histoire de notre famille. Donc un attachement à la culture juive, et en même temps un rapport critique à la religion, et aussi un certain sentiment de liberté par rapport au judaïsme, dans le sens où il nous a éduqués de façon à ce qu'on se sente libre de construire le rapport qui nous convenait au judaïsme, sans que ça devienne un poids, quelque chose qui nous est imposé. Et pour compléter, puisqu'évidemment, sans surprise, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et j'aime bien ce terme de liberté. Mais je pense que, évidemment, dans ce livre, il fait un travail et il décortique de manière très intellectuelle, finalement, son rapport au judaïsme. Mais il y avait énormément de choses qui transparaissaient tout simplement de lui. Et je pense qu'à cet égard, le travail que sa maman a fait était plutôt bien réussi. Elle a finalement bien réussi son entreprise de transmission notamment des valeurs juives. Il en parle d'ailleurs aussi à la fin de son livre dans son lien avec Israël. Et ce rapport très ambivalent, c'est vrai qu'il tenait beaucoup à ce qu'Aurélien fasse sa bar mitzvah, il tenait beaucoup à certains rituels très précis, mais pour le reste, l'exemple qui a été donné par notre maman tout à l'heure sur le fait qu'il allait assez rarement à la synagogue et qu'il en profitait juste pour lire un livre le temps que la cérémonie se passe, montre bien à quel point il avait un rapport à la fois très libre finalement avec le judaïsme et effectivement totalement laïque et culturel. Mais cet attachement à la culture juive, il nous l'a transmis. Et dernière chose, effectivement, et il en parle aussi dans son livre, cette phrase m'a fait rire,
Il dit que il était finalement, il n'avait pas de culture juive. Enfin, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais il parle des livres sur le judaïsme qui le regardent d'un œil narquois dans sa bibliothèque. Il en avait quand même lu beaucoup et il en savait quand même un paquet sur la question. Oui, parce que dans sa bibliothèque, les murs sont couverts de juifs, de livres juifs sur le judaïsme, sur la question juive, qu'est-ce qu'être juif, pourquoi juif, comment juif, qui juif. Voilà, c'est vraiment une question qui le hantait depuis toujours. L'histoire de Sartre. Peut-être une dernière question, Pascal, de Oui, Irène. Est-ce que je voulais savoir où Marianne a rencontré Foulek? Oui, merci Irène pour cette question qui me replonge plus de 50 ans en arrière. En fait, ma sœur, Rosita, nous étions à Liège et nous étions étudiantes à l'université et ma sœur a rencontré ce qui est devenu son mari, Jean Goll, à un mariage. Et Jean était le meilleur ami de Foulek. Et un jour, ils m'ont proposé de sortir ensemble. Et voilà, tu sais tout, Irène, c'est comme ça. Voilà, et j'ai été impressionnée par son humour, par sa culture, par son indépendance d'esprit, par son originalité. Je continue. Par sa gentillesse. Voilà, et donc nous sommes restés ensemble pendant plus de 50 ans. Magnifique. Mazel tov. Oui, donc on termine par effectivement cette rencontre, cet amour, mais cette question de la transmission aussi du judaïsme. Je pense que ce sont vraiment des thèmes, en tout cas de transmission d'identité juive qui ont été permanents. La soirée touche à sa fin. C'est très particulier de clôturer effectivement sur Zoom parce que chacun reste chez soi, alors qu'on aurait aimé prendre un verre, se voir et continuer l'échange de manière plus informelle. Je vous remercie tous et toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai l'impression d'avoir un écho. Je vous remercie tous et toutes, en tout cas. Je vous encourage à lire le livre si ce n'est pas encore fait ou à le relire. Merci Sylvie, merci au CCLJ pour la soirée. Et de toute façon, voilà, je pense qu'on aura encore l'occasion de réfléchir et de poser d'autres questions à Marianne, à Sabine, à Julie, à Aurélien, pour essayer de mieux comprendre des questions existentielles et universelles qui ont été posées à travers ce parcours unique, singulier de Foulek-Ringelheim. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre papa et votre époux. C'était passionnant. Et merci à tous, aux participants aussi, qui étaient d'Israël, de Lyon. Voilà, c'était une soirée très, comme on les aime, très, très rassembleuse et passionnante. Merci beaucoup et à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas de lire ce magnifique livre Boule de Juif, en vente chez tous les bons libraires et chez notre partenaire Filigrane, bien entendu. Merci à tous et bonne fin de soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci à tout le monde. Merci Marianne. Au revoir.